Imaginez-vous guidé au plus profond d'une grotte par la lueur vacillante d'une torche. Cette grotte est l'un des sites archéologiques les plus importants de la région. Pendant des décennies, les chercheurs ont cru que l'Amazonie avait livré tous ses secrets. Mais sous son épaisse canopée de nouvelles technologies ont permis de découvrir quelque chose d'inattendu, une grotte cachée scellée depuis la fin de la dernière glaciation. Que font-ils pour créer cet espace incroyablement organisé? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Lorsque les archéologues ont percé la roche, l'air qui s'en est échappé était immobile depuis 12 ans. Et ce qu'ils ont mis au jour est la découverte la plus importante jamais réalisée. Dans la forêt tropicale, la jungle qui refuse de lâcher prise. Pendant des siècles, l'Amazonie est restée un monde qui défie toute compréhension. Les expéditions disparaissent et leurs traces sont rapidement englouties par les racines et la pluie. De vieux récits relatent comment des explorateurs prétendent avoir trouvé des chemins de pierre d'étranges tertres ou des clairières abandonnées pour constater que ces sites avaient disparu à l'arrivée d'autres. Les habitants l'appellent la forêt qui se souvient. Ils disent qu'elle n'aime pas être dérangée. Les premières cartes montrent à quel point on ignorait tout de ce monde. Les cartographes européens ont rempli leurs cartes de conjectures de fleuves imaginaires, de montagnes mouvantes et de vastes étendues désignées comme terra incognita, c'est-à-dire des terres inconnues. Aujourd'hui encore, malgré les satellites en orbite autour de la planète, l'Amazonie demeure l'un des derniers grands mystères de la Terre. Les pilotes qui la survolent décrivent une verdure infinie, une canopée si dense qu'elle paraît solide vue du ciel. Les équipes sur le terrain affirment que plus elles s'enfoncent dans la forêt, plus celle-ci semble vivante, se refermant sur elle, reprenant possession de ce qui ne devrait pas être vu. La cartographie moderne n'a que peu aidé. Les satellites peuvent cartographier la surface de Mars avec une netteté parfaite. Pourtant, l'Amazonie refuse de livrer son image complète. Les arbres bloquent la lumière. Les nuages perturbent les capteurs et la chaleur qui se dégage du sol crée des images fantômes qui déroutent même les scanners les plus performants. Les analystes de données observent souvent des lignes droites ou des formations circulaires sous la canopée, des formes qui semblent planifiées mais qui disparaissent lorsqu'on les examine de plus près. Certains les attribuent à des jeux d'ombre et de relief. D'autres soupçonnent qu'il s'agit des contours d'un élément bien plus ancien dissimulé juste sous les racines. Ce que les archéologues savent, c'est que la forêt n'a jamais été inhabitée. Des couches de charbon de bois, des tessons de poterie ancienne et des traces de terre reconstituées appelées terra pra témoignent d'une présence humaine importante. Les habitants y pratiquaient l'agriculture, le commerce et la construction. Puis, pour des raisons encore obscures, ces sociétés ont disparu. On ignore si elles ont été anéanties par la maladie, le changement climatique ou un phénomène bien plus complexe. La jungle a recouvert leur mémoire et les siècles ont effacé leur histoire. C'est cette incertitude qui a ramené les scientifiques sur le terrain. Au cours de la dernière décennie, de nouvelles études ont été entreprises utilisant des méthodes de télédétection innovantes pour sonder le sous-bois sans abattre les arbres. Les premiers résultats étaient étranges. Des ombres géométriques apparaissaient là où il n'y avait normalement que de la forêt. Elles étaient trop droites, trop larges et trop nettes pour être considérées comme une simple coïncidence. Ces anomalies se sont propagées dans plusieurs régions, formant des motifs inexplicables. Parmi les archéologues analysant ces données figurait le docteur. Sofia Mendez, chercheuse discrète mais persévérante, avait consacré sa carrière à démontrer que l'Amazonie avait jadis abrité des civilisations d'une ampleur comparable à celle de l'ancienne Mésoamérique. Lorsque les premières images arrivèrent sur son bureau, elle sut que c'était l'occasion de le prouver. La question n'était pas de savoir si la forêt cachait quelque chose, mais jusqu'où elle devrait aller pour le découvrir. À mesure que ses recherches gagnaient en notoriété, des fonds commencèrent à être réunis pour une mission d'envergure. Celle-ci se déroulerait dans l'une des régions les plus reculées de la frontière brésilo-colombienne, là où semblaient converger d'étranges relevés géométriques. Personne ne savait encore ce que la forêt dissimulait, mais l'étape suivante allait révéler que les indices ne se trouvaient pas au sol, mais inscrits dans le ciel. La forêt qui dessinait des cartes dans le ciel. En 2019, la docteure Sofia Mendes a dirigé le premier relevé topographique en haute altitude de cette région qui intriguait les scientifiques depuis des années.
Son équipe a utilisé la technologie LiDAR, détection et télémétrie par laser, pour scruter la dense canopée depuis plusieurs kilomètres d'altitude. Le LiDAR projette des milliers de minuscules faisceaux laser sur le paysage, puis assemble leurs réflexions pour former une image 3D. Des milliers d'impulsions laser furent envoyées vers la forêt, chacune mesurant la distance jusqu'au sol et renvoyant une carte numérique du sous-sol. L'objectif était de démêler le vrai du faux. Les premières images laissèrent tout le monde sans voix. Sur leurs écrans apparaissaient de longues lignes droites qui traversaient la jungle avec une précision incroyable. Elles formaient des angles, des rectangles et de vastes cours ouvertes invisibles à l'œil nu depuis le sol. Les analystes examinèrent les données à maintes reprises, s'attendant à des erreurs. Aucune n'apparut. Selon les rapports préliminaires, la formation s'étendait sur plus de 30 km de jungle, alignée avec une régularité qu'aucun processus naturel ne pouvait expliquer. Des vols ultérieurs confirmèrent la découverte. Ce qui n'était au départ que quelques formes indistinctes se transforma en un plan complet, route terrasse et les contours de ce qui ressemblait à un village organisé. Certains chercheurs le comparèrent à un plan d'urbanisme primitif. D'autres mirent en garde contre des conclusions hâtives. Le débat s'intensifia, mais un détail y mit fin. Au centre de la zone cartographiée, au pied d'une arbre et d'une crête calcaire, se trouvait une formation ovale parfaite. Elle réfléchissait la lumière différemment du reste de la roche, suggérant une surface fusionnée par la chaleur ou scellée par des minéraux. Les capteurs géologiques, embarqués lors d'un second passage, ont révélé quelque chose d'étrange. La crête présentait des couches minérales denses qui bloquaient les analyses en profondeur. À cette profondeur, une telle précision était rare. La formation ovale semblait délibérée, presque artificielle. Certains membres de l'équipe ont suggéré qu'il s'agissait d'une ancienne carrière ou d'un enclos rituel. D'autres pensaient non qu'il pouvait s'agir de l'entrée d'une grotte scellée il y a des milliers d'années. L'équipe a débattu des données pendant des mois. Les réunions s'enflammaient. Certains membres expérimentés mettaient en garde contre toute interprétation hâtive, d'informations incomplètes, tandis que d'autres estimaient que la découverte était trop importante pour être ignorée. Lorsqu'une étude d'imagerie thermique distincte a révélé une faible chaleur constante émanant de l'intérieur de la crête, le débat prit fin. Les mesures suggéraient la présence de poches d'air emprisonnées, peut-être des chambres conservant la chaleur. Des notes non vérifiées d'un laboratoire partenaire indiquaient que la signature n'était pas compatible avec celle d'une roche naturelle. Fin 2019, une nouvelle expédition fut approuvée. La mission devait établir une base avancée près de la crête, afin d'étudier l'anomalie. Des hélicoptères, des barges fluviales et des laboratoires mobiles furent mobilisés. Pour le Dr Mendes, ce fut le moment décisif de sa carrière. Elle pensait que les données laissaient entrevoir quelque chose d'extraordinaire, une structure ou un sanctuaire construit par une civilisation plus ancienne que toutes celles connues dans la région. Son objectif était simple, atteindre la crête et découvrir ce qu'elle recelait. Mais à mesure que l'équipe s'enfonçait dans le bassin, guidée par GPS et des pisteurs locaux, elle fit une découverte inattendue bien avant d'atteindre la crête elle-même, des traces de présence humaine, des souvenirs inexpliqués. Les peintures rupestres de la terre vivante. Le troisième jour de fouille près du pied de la crête, l'équipe dégageait la terre d'une paroi rocheuse lorsqu'un assistant s'écria « Sous une fine couche de mousse, la roche n'était pas épanouie, elle était peinte. » Ils crurent d'abord à une tache minérale naturelle due à l'humidité. Mais plus on enlevait de matière, plus le motif s'élargissait. Les lignes devenaient des figures. Les figures se transformaient en scènes. Quelques heures plus tard, l'équipe réalisa qu'elle se trouvait devant une fresque antique enfouie depuis des millénaires. La nouvelle de la découverte se répandit rapidement dans le camp. Le mur était immense, s'étendant sur plus de 30 mètres de large et recouvert de peintures si détaillées qu'il fallut plusieurs minutes pour en saisir toute la richesse. Les images représentaient des animaux que personne ne s'attendait à trouver en Amazonie, des mastodontes, des paresseux géants, des chevaux préhistoriques et même des animaux de l'ère glaciaire, aujourd'hui disparus, comme le mastadin, un cousin préhistorique des éléphants qui n'a plus vécu en Amérique du Sud depuis au moins 12 ans. Chacune était dessinée en mouvement courant, broutant ou se cabrant comme figée en pleine action. Les paysages à l'arrière-plan n'étaient pas les forêts denses d'aujourd'hui, mais de vastes plaines et des ciels ouverts.
D'après Mendes, il s'agissait d'un aperçu d'une version disparue de l'Amazonie ayant existé bien avant l'apparition de la jungle moderne. Des échantillons de pigments furent soigneusement prélevés et envoyés au laboratoire de terrain. À la réception des résultats, un silence stupéfait s'abattit sur la tente de recherche. Les pigments dataient d'environ 12 ans vers la fin de la dernière période glaciaire. Ces peintures ont probablement été réalisées il y a environ 11 800 à 12 600 ans. C'était plus ancien que tout ce qu'ils avaient eu en trouver jusqu'alors dans la région. Pendant plusieurs minutes, le silence régna. Une telle découverte ne se contentait pas de bouleverser la chronologie locale. Elle repoussait de plusieurs millénaires l'histoire connue de la présence humaine en Amazonie. L'analyse révéla autre chose, les minéraux utilisés pour créer les rouges et les noirs étaient introuvables à proximité du site. D'après les rapports de l'équipe géochimique, le pigment avait été mélangé à des matériaux provenant de gisements situés à des centaines de kilomètres. Les auteurs de ces peintures murales maîtrisaient non seulement l'art, mais aussi la collecte de ressources et le commerce à longue distance. Mendes y vit la preuve que ses premiers habitants n'étaient sans et pas de simples nomades primitifs. Ils étaient organisés, habiles et intelligents. La qualité artistique était extraordinaire. Les proportions des animaux étaient parfaites. Le travail au pinceau était fin et précis. Certains traits étaient si fins qu'ils n'avaient pu être réalisés qu'avec des outils spécialisés. Mais une partie de la fresque attira davantage l'attention. En son centre figurait une silhouette humaine debout sous ce qui ressemblait à un anneau de feu descendant du ciel. Autour de petits points et des courbes formaient des motifs. Un des astronomes de l'équipe fit remarquer que cette disposition semblait intentionnelle, presque comme une carte du ciel. En la comparant aux cartes célestes modernes, l'alignement correspondait à l'aspect du ciel nocturne vers 1800 avant notre ère, à la fin de la période du Dus récent, une époque de brusques effondrements climatiques et d'extinction massive. La conclusion était stupéfiante. Pour Mendes, les artistes ne peignaient pas de symboles. Ils consignaient le souvenir d'un événement réel, peut-être une catastrophe dont ils avaient été témoins. Selon certains chercheurs, ces peintures murales n'étaient pas destinées à décorer, mais à servir d'avertissement. Elles expliquaient peut-être comment le monde avait basculé du jour au lendemain. Si cela s'avérait vrai, alors ces peuples primitifs avaient survécu à l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire de la Terre. Et s'ils l'ont retranscrite ici, Mendes pensait qu'ils s'y étaient peut-être aussi préparés. Quelque part près de cette crête, il pourrait y avoir un lieu où ils se sont réfugiés, un lieu resté scellé depuis lors, le chemin des bâtisseurs oubliés. Les peintures murales ne se contentaient même ténantes. Tentez pas de raconter des histoires. Ah, elles semblaient indiquer un endroit précis. Le long des bords des peintures, l'équipe a remarqué une série de formes ressemblant à des pierres disposées en ligne droite. Dr. Mendes se demandait s'il s'agissait d'un simple détail artistique ou d'un élément réel que les artistes de l'Antiquité avaient jadis contemplé. Pour le savoir, l'équipe commença à creuser près de la base de la fresque, là où la surface de pierre rencontrait le sol forestier. Leurs pelles ne tardèrent pas à heurter quelque chose de solide. Sous les racines enchevêtrées et des siècles de terre compactée, se trouvait une couche de blocs de pierre parfaitement imbriqués. Ils dégagèrent une section, puis une autre révélant ce qui ressemblait à un ancien chemin menant droit vers la crête. Chaque nouveau tronçon s'emboîtait parfaitement avec le précédent, comme si les bâtisseurs avaient mesuré chaque ligne avec précision. À la fin de la journée, l'équipe d'arpenteurs avait marqué près de 50 mètres de ce qui semblait être une ancienne chaussée, une route enfouie et oubliée sous la jungle depuis des millénaires. Encouragés par cette découverte, ils poursuivirent nocturnement leur exploration. À mesure que l'équipe s'enfonçait dans les bois, le terrain s'éleva et la chaussée s'élargit en une succession de plateformes. Sur plusieurs d'entre elles, ils découvrirent des pierres sculptées disposées en spirale, chacune portant une marque précise en son centre. Les sculptures étaient lisses malgré leur ancienneté. Les courbes étaient régulières et symétriques. Des carottes de sol prélevées près des plateformes révélèrent une couche de terre noire profonde.
Le laboratoire l'identifia comme étant de la terra prada, un type de sol artificiel créé par les anciens habitants pour rester fertile pendant des millénaires. Sa présence témoignait d'un aménagement paysager délibéré plutôt que d'une occupation fortuite. Cet endroit avait été aménagé. Le sol avait été transformé pour durer. On commence à comprendre que, ce type de société existait dans de nombreuses régions de l'Amazonie. Le Dr Mendes a rassemblé tous les éléments. La chaussée, le sol, aménagé les matériaux importés et les spirales cérémonielles indiquaient tous un centre planifié. Elle suggéra que la Crète aurait pu être le cœur d'une métropole précolombienne florissante, puis disparue. Elle traça la suite du chemin sur la carte et l'équipe poursuivit sa route. Le sentier s'arrêtait là où la forêt plongeait dans une falaise abrupte. La paroi entière était recouverte d'une épaisse couche pâle de dépôts minéraux. Un joint naturel formé par des siècles d'eau riche en calcaire. Lisse au toucher presque poli, elle était plus dure que le béton. Cette couche minérale appelée calcite avait complètement obturé la surface sous-jacente. D'après les données satellitaires antérieures, c'était la même section qui réfléchissait la lumière de manière irrégulière. L'équipe installa des instruments pour rechercher d'éventuelles brèches ou points faibles dans la paroi. C'est alors que les problèmes commencèrent. Les aiguilles des boussoles se mirent à tourner de façon incontrôlable. Les radios crépitaient sans, même en changeant de fréquence. Une faible vibration semblait vibrer à travers la roche elle-même. Dans leurs notes de terrain, les chercheurs la décrivirent comme la pression ressentie près d'une source à haute tension. Personne n'en comprenait la cause et personne ne voulait s'approcher, mais personne ne reculait non plus. Pendant 3 jours, ils scrutèrent chaque chaque mètre carré de la paroi à la recherche d'une entrée. Lorsqu'ils trouvèrent enfin un point faible et le percèrent entre un souffle d'air, s'échappa imprégné d'une odeur de métal et de terre humide. Au-delà se trouvait l'entrée d'une grotte scellée intacte, silencieuse, qui attendait d'être ouverte pour la première fois depuis des milliers d'années. La grotte scellée. La première odeur qui les frappa fut métallique terreuse et étrangement chaude, comme si elle avait été emprisonnée et vivante pendant des siècles. L'air scintillait sous la lumière de leurs lampes frontales. Il était chargé de fines poussières qui flottaient dans l'air, rendant tout flou et déformé. L'équipe entra prudemment leurs bottes, crissant sur une fine croûte de cristaux qui s'était formée sur le sol. L'espace était plus vaste que ce qu'ils avaient imaginé. Le plafond aux courbes harmonieuses n'avait rien d'une grotte naturelle et semblait avoir été conçu de toutes pièces. Les murs reflétaient la lumière de façon irrégulière, faisant scintiller des reflets argentés et bleus ternes au gré des faisceaux lumineux. Lorsque Mendes passa la main sur une partie du mur, elle la trouva polie presque métallique, sous le revêtement minéral. Des piliers de basalte se dressaient en rangées régulières, supportant le poids de la structure. Celui qui avait bâti ce lieu maîtrisait l'équilibre et l'ingénierie. Puis survint une découverte qui les stupéfia. Près de la paroi à demi enfouie sous la poussière minérale, se trouvèrent des côtes neigées allongées disposées en une arche parfaite. Ils pensèrent d'abord en et dans sa portaine, un grand animal qui s'était égaré et avait péri. Mais lorsqu'un biologiste examina les ossements, les mesures ne correspondaient à aucune espèce connue de la région. Des analyses ultérieures confirmèrent que la créature avait disparu il y a des milliers d'années vers la fin de la dernière période glaciaire. Les proportions des ossements animaux trouvés lors de fouilles voisines ne correspondent pas à la fréquence des animaux représentés dans l'art rupestre. Plus étrange encore, les côtes n'étaient pas éparpillées. Elles étaient placées délibérément, espacées régulièrement, comme si elles avaient été disposées là pour une raison précise. Certains membres de l'équipe suggérèrent qu'il pouvait s'agir d'un rituel. D'autres y virent un avertissement. Plus ils s'enfonçaient dans la grotte, plus l'atmosphère devenait troublante. Les aiguilles des boussoles s'agitaient de façon incontrôlable. Les caméras déraillaient et perdaient leur netteté. Une légère vibration semblait parcourir le sol. Mendes la compara à la sensation d'être au-dessus d'un générateur en marche, bien qu'il n'y eût rien de mécanique à proximité. Le long des parois de la grotte des jarres scellés étaient incrustés dans la croûte minérale.
Lorsqu'on en ouvrit une, un résidu noir épais et huileux s'en échappa brûlant légèrement au contact de la lumière. Au centre même se dressait une plateforme surélevée taillée dans un seul bloc de pierre fusionnée. Elle était entourée de rainures peu profondes qui convergeaient vers son centre comme conçues pour y faire passer un liquide ou de la lumière. La plateforme était recouverte d'une fine couche de poussière minérale. Un silence s'installa. Ce qui se cachait sous cette poussière n'était pas de ce monde, ou du moins pas de notre époque. La découverte souterraine. L'ouverture de la grotte scellée était étroite à peine assez large pour qu'une personne puisse s'y glisser. À l'intérieur, l'air était lourd et vicié, imprégné d'une odeur de minéraux humides et d'une odeur métallique. Des lumières perçaient l'obscurité se reflétant sur des surfaces qui luisaient faiblement sous les couches de poussière minérale. Un long silence persista. L'espace était bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé, avec des parois lisses, incurvées vers le haut, comme l'intérieur d'un dôme enfoui. En s'enfonçant plus profondément leurs bottes, heurtèrent à quelque chose de creux. Mendes s'agenouilla et dégagea les sédiments. Ce qui ressemblait d'abord à une roche se révéla être un os épais incurvé et plus grand que celui de n'importe quel animal connu dans la région. À mesure que l'équipe dégageait les débris des arcs de Riquet, émergèrent du sol disposés en parfaite symétrie de part et d'autre du passage. Les côtes sétendantes étaient massives, chacune mesurant près de 2 mètres de haut et agencées selon des motifs qui semblaient délibérés. Certaines étaient dressées comme des piliers, d'autres disposées en cercles concentriques, comme pour marquer les contours d'un ancien rituel. Les échantillons envoyés au laboratoire de terrain donnèrent un résultat stupéfiant. Les os appartenaient à des créatures de l'ère glaciaire, des paresseux géants et des mastodontes, des espèces disparues il y a plus de 10 ans. Mais la surface des os était brûlée et polie comme exposée à un feu contrôlé. Plusieurs d'entre elles portaient des gravures nettes qui ne pouvaient être dues à l'usure naturelle. D'après les rapports des ostéologues sur place, les ossements avaient été disposés délibérément, peut-être dans le cadre d'une cérémonie. Plus profondément, les côtes laissaient place à une chambre ouverte. En son centre se trouvait un bassin d'eau noire et immobile, parfaitement circulaire et lisse comme du cristal. Elle ne reflétait aucune lumière, pourtant de faibles images semblaient sans se mouvoir sous sa surface lorsque des lampes la survolaient. Certains membres de l'équipe affirmèrent avoir aperçu des silhouettes de visages ou de paysages, mais les reflets disparaissaient dès qu'on s'approchait. L'eau d'une densité inhabituelle contenait des traces de métaux lourds susceptibles d'avoir préservé des matières organiques pendant des siècles. Le docteur Mendes se tenait au bord du bassin, fixant le reflet de sa propre lumière. « Ce n'est pas une grotte formée par hasard, » dit-elle doucement. « Ils l'ont construite pour se souvenir de quelque chose. » L'équipe commença à comprendre. Il ne s'agissait pas d'un lieu de sépulture. C'était un monument érigé à partir des vestiges d'un monde disparu, préservé sous terre et scellé à jamais. Et quel que soit le secret enfoui ici, il était destiné à durer éternellement. Pour découvrir qui l'avait construite et pourquoi leurs morts avaient été enterrés de cette façon, l'équipe devrait explorer plus en profondeur l'histoire que recelait la grotte. L'événement qui a tout changé. Dans les jours qui suivirent, la grotte passa du statut de mystère à celui de laboratoire. Des échantillons d'ossements de sol et d'eau noire ont été envoyés à plusieurs laboratoires pour analyse. Les résultats ont surpris tout le monde. La croûte minérale tapissant la chambre contenait des couches de microbilles de verre, de la silice fondue appelée microsphérules. Celles-ci ne peuvent se former qu'à des températures bien supérieures à celles provoquées par les incendies de forêt ou l'activité volcanique. D'après les géologues, ces résultats correspondent à ceux trouvés sur des sites liés à un impact ancien, survenu il y a environ 800 ans. Au même moment, les scientifiques pensent qu'une comète massive a percuté la Terre. Si cette théorie était vraie, elle expliquerait presque tous les ossements calcinés, les minéraux fondus, la disparition soudaine des espèces de l'ère glaciaire. Mendes examina les données en silence. La grotte n'avait pas été scellée par le temps, mais par choix. Ceux qui y vivaient ont peut-être vu le ciel s'embraser. Les peintures murales extérieures prirent un sens nouveau. Ce qui semblait autrefois des symboles apparaissait désormais comme un témoignage direct. Des flammes tombant du ciel, des troupeaux fuyant, des humains se cachant sous terre. Les artistes n'avaient pas immortalisé un mythe, mais des souvenirs. Plus ils effectuaient d'analyses, plus le tableau se précisait. Des carottes de sédiments,
prélevés au sol, révélaient des traces de suie et d'iridium, un métal rare que l'on trouve généralement dans les météorites. Le sol contenait également du pollen de plantes qui ne poussent plus dans l'Amazonie moderne, confirmant que la forêt tropicale avait jadis été une savane aride, un monde anéanti par une catastrophe climatique et renaissant dans son ombre. Selon certains membres de l'équipe, la grotte aurait pu servir à la fois d'abri et de message. Les côtes d'animaux disparus n'étaient pas disposées au hasard. Elles étaient intégrées à la structure même du refuge, peut-être en hommage au monde perdu. Le bassin noir rempli de résidus métalliques aurait pu être un miroir naturel reflétant la lumière des incendies en surface. Une ultime tentative pour se souvenir du jour où la Terre a basculé. En observant les couches stratifiées de cendres et de minéraux Mendes, il y a décelé une structure destruction puis renaissance. Les données suggéraient que l'événement n'était pas un accident ponctuel, mais faisait partie d'un cycle récurrent, un rythme de catastrophe et de renaissance inscrit dans la planète elle-même. Si les bâtisseurs de cette grotte savaient que cela allait arriver, alors ils n'ont pas seulement survécu à l'histoire. Ils ont tenté d'avertir l'avenir. Se pourrait-il que d'autres grottes scellées restent à découvrir? Faites-nous part de vos théories dans les commentaires.